Donc déjà, merci d'être venu, hein, première chose. Donc ce soir, donc je vais vous parler donc de Git, qui est un outil de versionning qui est largement utilisé dans l'industrie, informatique. Et donc hop, on va voilà, donc petit sommaire. Donc je vais vous présenter donc Git, ses fondamentaux, donc le système de branches qui est lié à Git, un petit un petit rappel des commandes indispensables, un rétexte également sur les pratiques que j'ai pu voir durant mes 20 années d'expérience et, et aussi quelques exemples d'usage de Git. Et si on a le temps, peut-être une petite partie pratique, mais bon, ça on verra tout à la fin. Ça dépendra du temps restant. Donc, bon avant de parler Git, je vais me présenter un petit peu plus, me présenter un peu plus. Donc, qui je suis? Donc, j'interagis déjà dans énormément de domaines, que ce soit l'électronique, le développement, la robotique, les firmware embarqués, la qualification, les VVQ. Je fais aussi également un peu de formation, ce qui m'amène aussi à faire quelques meet-up. Je fais aussi pas mal de veille techno, et tout ça toujours dans un objectif de qualité, de simplicité et d'efficacité. Voilà, donc le ton est donné. Donc maintenant, Git. Donc c'est quoi Git? Donc je présuppose que la majorité d'entre vous savent pourquoi Git est utilisé. Donc c'est un outil de versionning qui existe depuis 2005, qui a succédé à bon nombre de systèmes de versionning et qui est aujourd'hui utilisé dans la majorité des projets informatiques, que ce soit dans l'embarqué, que ce soit dans les projets de clients lourds, etc. Il permet donc de gérer plusieurs niveaux de développement, que ce soit des releases, des hotfix, des versions de dev, des versions d'essais, de tests, de mise au point. Et c'est pour ça qu'il y a bon nombre de manières d'utiliser Git, de la plus simple à la plus complexe. Alors, comme je l'ai dit, je cherche toujours la simplicité et l'efficacité. Donc je ne vais pas rentrer dans les méandres de toutes les commandes Git qui existent ou toutes les syntaxes tortueuses qu'il peut y avoir. Le principal, c'est d'être efficace. Donc déjà, vous avez, pour certains d'entre vous, répondu à un petit sondage en amont de la présentation. Donc ce que j'ai pu en tirer, c'est que vous êtes 75% à avoir un usage extrêmement régulier de Git, ce qui est pas mal déjà. Ensuite, 30% d'entre vous, ils considèrent vraiment l'utilisation des branches qui est indispensable. Donc ça, on verra un petit peu plus pourquoi derrière elles sont vraiment indispensables. 43% d'entre vous ont rencontré des problèmes, et se sont confrontés à des situations de risque de perte de données. Donc ça, pareil, on verra comment on peut faire pour éviter ce genre de choses. Et 60% d'entre vous maîtrisent tout ce qui est CLI au niveau des commandes standards. Donc pareil, je ferai une petite rétrospective là-dessus. Donc déjà, petit historique. Mon Git, c'est pas le premier outil de versionning qui existe sur le marché. Ça a commencé en 1986, donc c'est pas tout jeune. Donc à l'époque, c'était SCCS, donc Source Code Control System, qui a été codé par Dick Grün. Donc je crois que c'est un Américain. Suite à ça, en 1989, il y a le CVS qui est né, donc le Concurrent Version System,
qui était basé sur son prédécesseur SCCS. Et donc ça a été fait par Brian Berliner, pardon. Il en a suivi dans les années 2000 SVN, donc Subversion, qui a été développé par Apache. Et enfin, en 2005, donc est né Git par le célèbre et reconnu Linus Torvalds, qui est bien connu pour le kernel Linux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les sources de Git, elles sont stockées, sources de Linux, du kernel, sont stockées sur Git et utilisent Git depuis le début. Et bon, après, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de successeur à Git. Donc ça fait, grosso modo, ça fait 20 ans que Git est utilisé. Et on en est à la version 3. Je sais plus quoi, 3.6 ou 3.7 de Git. Donc ça a une belle vie. Alors, pourquoi Git? Donc on a dit c'est pour versionner du code. Mais pas que. Ça permet de sauvegarder du code, ça permet de travailler à plusieurs sur un même projet, ça permet de gérer des versions, des releases, des snapshots, des versions de dev, des versions de chantier, et donc justement de gérer des chantiers, tout en gardant une version de prod stable. Donc c'est la gestion de code, pour ainsi dire. Maintenant, qu'est-ce que l'on versionne? Parce qu'on ne va pas tout versionner. Eh bien, essentiellement du format texte. Donc ça va être du code source, ça va être de la documentation, donc notamment du Markdown. Ça va être des scripts, du batch, des makefiles, du script shell, etc. Et vraiment les ressources graphiques qui sont indispensables, les ressources binaires qui sont indispensables, du genre les splash screens qu'on peut retrouver dans les applications Java, les icônes qui vont être utilisées lors des builds des logiciels, et toutes les ressources graphiques type boutons, les icônes. Vraiment les petites iconographies que l'on peut trouver dans toutes les applications qu'on peut trouver sur le marché et en open source. Grosso modo, tout ce qui est indispensable. Et j'insiste sur indispensable. Par contre, il y a des choses qu'on ne versionne pas, sauf vraiment s'il y en a un besoin, sauf s'il y en a vraiment un besoin. Donc ça va être tout ce qui est format binaire, les exécutables, tout ce qui est les contenus autogénérés, les librairies, les DLL, les .so, les .a, les objets compilés, les .o. Tous ces éléments sont régénérés à chaque compilation, donc aucun intérêt à les versionner. On va éviter aussi de versionner des images de grande taille, genre un écran en 1920 par 1080 en HD, parce que ça va prendre de la place au niveau du dépôt. Ensuite, tout ce qui est documentation autogénérée, on va pas les versionner puisque c'est de l'autogénéré, sauf vraiment si c'est une version de release éventuellement. Tout ce qui est fichiers temporaires, les répertoires temporaires et tout ce qui est setting des IDE qui sont modifiés à chaque compilation, à chaque fois qu'on va ajouter un fichier, un répertoire, une librairie. Tout ça, c'est de l'autogénéré derrière par l'IDE et donc aucun intérêt à versionner et ça prend de la place pour rien. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est une petite rétrospective sur ce que l'on versionne ou pas. Alors maintenant, Git, dans les termes, voilà. Bon. Maintenant, Git, donc les fondamentaux. Donc là, je vais vous expliciter des termes que j'ai utilisés durant tout le meet-up. Donc, Git, c'est un outil de versionning. Et donc, il va gérer du contenu. C'est un assemblage de fichiers de diff qui va gérer. Chaque diff, c'est un commit. Un commit, va pouvoir contenir
des évolutions de un ou plusieurs fichiers. Chaque commit, il est indexé par un HID. C'est une valeur en hexadécimale qui va permettre, eh bien, d'historiser les changements. Ensuite, comme tout bon système, Git a un cache qui va contenir la totalité des diffs. C'est ce dépôt, donc qui peut être, selon les configurations, compressé pour prendre moins de place. Et aussi, Git utilise un système de branches. Donc on peut voir Git un peu comme un arbre avec un tronc commun qui s'appelle en général master. Après, selon les sociétés, on va pouvoir utiliser plutôt une branche principale qui va s'appeler develop ou intégration. Ça dépend de la politique. Et enfin, ce qui est obligatoire, c'est que un dépôt, il aura toujours un premier commit sur master. Oui, sur master, qui va être en fait qui va écrire le début de l'histoire du dépôt. Alors, donc Git, il peut être utilisé avec différents outils. On va retrouver donc les interfaces web, donc ça plutôt réservé à la revue de code essentiellement, pour visualiser les modifications de manière générale. Par contre, ça va pas permettre de pousser du code de manière générale. Après, on a la version IDE. On passe par Eclipse, on passe par VS Code, on passe par IntelliJ. Tout ça, eh bien, ils proposent des plugins Git, et c'est vrai, qui permettent de travailler avec Git, de créer des commits, de pousser, de changer de branche, de se mettre à jour. Bon. Mais le problème, c'est que des fois, c'est des outils c'est des plugins qui peuvent être un peu opaques, dans le sens où, on a une commande avec un clic, mais derrière, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Ça peut faire des opérations des fois non désirées et se retrouver, dans des situations, des fois inextricables. Et enfin, on a le Git bash, donc la ligne de commande. Alors l'avantage de la ligne de commande, c'est que, c'est cross-platform, on la retrouve sous Windows, sous Linux, sous macOS, sur tous les OS. On a toute la tripotée de commandes Git de disponibles. On a une aide en ligne qui est assez interactive. Et ensuite, le seul petit inconvénient, c'est que, il faut connaître un minimum les commandes Git. C'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, donc mon outil fétiche à l'écran qui est donc la console, donc mon Git bash que j'utilise très 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 régulièrement. Je n'utilise que ça. Alors Git et son cache maintenant. Git et le cache, on peut le considérer un peu comme un iceberg. Avec la face visible, enfin le côté visible de l'iceberg, qui vont être les fichiers, tout ce qui est dossier, du dépôt qui sont exposés à l'utilisateur. Et derrière, donc la face cachée de l'iceberg, celui qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas mais qui peut prendre énormément de place si on ne fait pas attention, ça va être tous les diffs, ça va être tout l'historique, les tags, les branches, la configuration. Et ce qui peut prendre beaucoup de place, justement, ce sont les diffs, donc les commits. Et si on vient enregistrer dans le cache, des modifications de fichiers binaires qui vont être à chaque fois modifiés à plus de 50%, 60%. Ça va faire grossir le cache. Et dans des cas extrêmes, on va pouvoir par exemple avoir une taille exposée du dépôt, genre de 10 mégas, octets. Et par contre, on peut avoir un cache de 100 mégas, 200 mégas. Et ça, en général, les admins réseau Git, ils n'aiment pas. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Maintenant, Git et ses branches. Donc, les branches et Git, c'est vraiment la feature à utiliser.
On va voir pourquoi. Donc Git, c'est un arbre, comme je l'ai dit, avec son tronc et ses ramifications. On peut jouer avec. On a donc un tronc principal qui va être donc la branche master par défaut. On va pouvoir créer à partir de la branche master donc des branches principales du type develop, release, hotfix, des branches de maintenance aussi. Mais aussi on va pouvoir créer ce que j'appelle communément des branches de chantier. Donc ça va permettre de paralyser des travaux sur un même projet pour soit faire des corrections de bugs sans impacter la prod, et ça va permettre aussi de conserver un état stable de la branche de prod. Donc on casse rien. Tant qu'on n'est pas sûr, on casse rien. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi les branches chez la CLI? Il y a des avantages et des inconvénients. Eh ben, les avantages, c'est que ça facilite grandement le travail collaboratif sur un même dépôt. On va pouvoir avoir des dizaines de branches, chacun va pouvoir travailler de son côté sur son bundle et sans embêter le copain. Ça permet de garantir une branche de prod qui est stable, donc qui ne casse pas. Ça permet donc de réaliser des chantiers comme on veut, et ça permet aussi d'organiser des revues de code. Alors les revues de code, en général, elles sont faites en fin de chantier, et la finalité de la revue de code, donc, c'est de corriger ce qui ne va pas dans le travail qui a été fait, de faire les modifs et après de redescendre le chantier sur la branche de production, à condition bien sûr que tout ait été testé, que tout ait été carré. Maintenant, bon, les inconvénients, il y en a quelques-uns. Ça demande un minimum de connaissances, c'est vrai, et ça demande aussi un peu de vigilance durant toute la vie de la branche. Parce que bon, une branche, elle va vivre, OK, mais aussi, le tronc commun, la prod, elle va vivre aussi, elle va évoluer. Donc ça veut dire que notre branche de chantier, il va falloir la mettre à jour régulièrement. Et si on fait pas ça, si on la met pas à jour pendant plusieurs semaines, sur un projet très actif, à un moment donné, on va se mettre à jour et on va se retrouver dans une situation où on va avoir énormément de conflits à gérer. C'est pas infaisable, mais si on peut éviter, c'est mieux. Alors ensuite, au niveau des branches, il y a 2 modes. Une branche peut être non protégée ou elle peut être protégée. Alors, ça veut dire quoi ça? Elle est protégée quand on ne peut pas modifier l'historique. C'est donc ça se passe au niveau du serveur Git. Une branche protégée, on va pouvoir pousser des commits, mais on va pas pouvoir modifier un commit qui a été poussé. À la limite, on va pouvoir le revert, à la limite. Tandis qu'une branche non protégée, donc du genre une branche de chantier, là, on va avoir tous les droits. C'est-à-dire, on va pouvoir supprimer des commits, on va pouvoir rassembler des commits, en d'autres termes, on va pouvoir squasher des commits, on va pouvoir faire du rebase de commits, de branches, c'est-à-dire mettre à jour la branche sur la référence, sur la tête de la branche parente. Et ça, c'est bien quand on est en dev, on fait nos itérations, on teste, on voit que ça marche, on veut faire un historique propre avant de l'intégrer à la branche principale pour faciliter la relecture derrière. Là, on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc, voilà, je vous présente un petit peu le workflow basique d'une branche de chantier. Donc, au niveau de la branche parente, donc on crée la branche, on travaille sur notre branche, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre build, on teste, on déroule notre test, on vérifie qu'on casse rien, qu'il n'y a pas de régression. Une fois qu'on est sûr qu'on est bon,
on organise une petite revue de code, ça coûte rien. Et une fois que donc les tests sont passés et que la revue de code est passée et que tout le monde est OK sur le projet, du moins sur la partie modifiée, et bien là, on est en mesure de redescendre notre branche de chantier sur la branche de prod. Et ça en toute sérénité, sans rien casser. Bon, après, bien sûr, ça peut arriver de temps en temps. Et là, après, faut corriger. Et là, on fait du hotfix. Maintenant, un petit focus là sur les commandes indispensables. Donc, je les ai classifiées en plusieurs niveaux. Alors, premier niveau, on va dire les commandes de base. Donc, le git init pour créer un dépôt local. Un git clone, c'est pour cloner un dépôt distant. On fait un git clone d'une URL, on récupère le dépôt et son contenu. Un git status, ça permet, quand on est dans un dépôt Git, justement, de récupérer la liste des commits de façon sommaire. Git fetch, git pull, c'est des commandes qui vont nous permettre, le fetch de récupérer tout ce qui est tag et tout ce qui est nouvelle branche. Git pull, ça va permettre de récupérer vraiment les modifications qui ont été faites, donc les nouveaux diffs qui ont été poussés sur la branche distante. Un git add, ça va permettre de rajouter des fichiers dans un commit. Le git commit, donc ça va permettre de créer le commit. Et le git push, ça va permettre de pousser le commit depuis notre PC, depuis notre dépôt local, et ce, sur le dépôt distant. Et là, si on a mal formé le message de commit, ou si on n'est pas à jour sur notre dépôt, là, on va se faire insulter par Git. Parce qu'il y a quelque chose qui n'ira pas. Et donc, il faudra corriger avant de repousser. Deuxième niveau de commande, donc tout ce qui est git branch et git checkout. Donc git branch, c'est pour gérer les branches, pour créer, supprimer une branche, renommer une branche. Et le git checkout, ça va permettre de changer de branche. Et également, la petite astuce, c'est que si on fait un git checkout-b nom d'une branche, ça va créer la branche et on va changer directement la branche. On va se retrouver sur la nouvelle. Des petits raccourcis intéressants à connaître. Troisième niveau, on va pouvoir faire du rebase, donc pour mettre à jour une branche. On va pouvoir faire du cherry pick. Ça, c'est on peut l'expliquer c'est le pendant du copier-coller d'un commit. Le git log, donc ça, le git log, ça va permettre de récupérer l'historique. Et git k, c'est même chose que git log, mais en version graphique, où on peut faire aussi des recherches dans l'historique. Voilà, effectivement, c'est le début des commandes magiques. Effectivement. Et après, c'est le reste. Voilà. C'est les syntaxes un petit peu plus complexes. On peut créer des liens entre dépôts. Alors, si on a 2 dépôts sur notre PC en local, on peut lier un dépôt à l'autre. Et comme ça, on peut faire du cherry pick d'un dépôt à l'autre. Ça peut être intéressant dans certains cas, dans le cadre de migration, par exemple, de projet. Ça peut être utile. J'ai eu à usiter ce genre de process il y a quelques mois de ça. Bon, c'est pas trivial à faire, mais ça se fait. Voilà. Donc, allez, on remet une petite couche. Donc, le vocabulaire de base, donc le message. Donc, c'est la description textuelle du commit. Alors, le message, il peut être en français ou en anglais, ça dépend des projets. Le seul truc, c'est qu'il doit être sur une ligne, c'est plus lisible, et il doit être clair. En 2-3 mots, on doit savoir le contenu de la modification. Le hash du commit, donc c'est l'ID qui va justement permettre
de faire du rebase, c'est l'identifiant du commit au sens Git. Donc, le commit par lui-même, c'est un set de diffs de fichiers. Et un commit, donc c'est l'addition d'un HID et d'un message et des diffs. Maintenant, la head, donc la tête du dépôt, ça correspond au dernier commit qui a été poussé sur une branche. Quand on dit on pull, c'est qu'on tire les commits du serveur, on les rapatrie en local. On push, donc on pousse, on envoie des commits locaux sur le serveur distant. Quand on fait un rebase, on vient mettre à jour une branche. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'origine de la branche, textuellement. Et enfin, le merge, c'est on fusionne la branche fille au sein de la branche mère, au sein de la branche parente. Et là, justement, entre le rebase et le merge, j'ai souvent vu qu'il y avait des confusions, ce qui est le prochain slide. Donc, graphiquement, un rebase, c'est ça. On a notre branche en orange. Elle existe dans tous les cas. Un rebase, on va changer l'origine de notre branche. Donc, on va avoir toujours deux branches qui coexistent. La bleue, la principale, la branche parente, et la orange, la branche de chantier, qu'on va mettre à jour régulièrement. Tandis que le merge, et c'est là souvent qu'il y a la confusion, c'est que la branche de chantier, elle disparaît. Elle est mergée, elle est fusionnée avec la branche parente. Voilà. Donc, les deux prochaines slides, c'est potentiellement les deux slides les plus importantes de la présentation. Ça va être une description des pratiques qui, selon mon expérience, sont non recommandées et au contraire, sont recommandées. On va commencer par les non recommandées. On finira par les bons côtés après. On a un petit paquet. Donc, sous Git, on peut utiliser ce qu'on appelle les worktrees. Alors, les worktrees, on suppose qu'on a 3, 4, 5 branches de chantier où on peut travailler en parallèle. Hein. Il n'y a aucune, y a aucun. Bon, ça peut se faire. Le problème, c'est que quand on fait ça, il faut maintenir à jour nos 5 dépôts, puisque chaque worktree, ça va générer un file system sur le PC. Donc, s'il peut qu'on fasse des modifs d'un côté, mais qu'on oublie de mettre à jour de l'autre, ça va devenir très très rapidement cauchemardesque et avec des opérations de merge et de rebase qui vont devenir impossibles, imbitables, et avec des risques importants de perte de données. Donc ça, je ne recommande absolument pas. Ensuite, travailler sur une branche unique, à plusieurs. Ça peut se faire, toujours, mais ça demande à se remettre à jour en quasi-permanence. Parce que notre copain, il va pousser sur la branche, et puis nous, on va voir pousser. Mais bon, Git, il va nous insulter parce qu'il va nous dire « Ouais, mais t'es pas à jour ». Et puis après, ok, bon, je vais me mettre à jour. Mais pendant ce temps, il y a l'autre copain qui va pousser aussi, et on va essayer de repousser. Ah non, t'es toujours pas à jour. Donc, vous voyez un petit peu le fiasco. Donc, grosso modo, perte d'efficacité, clairement, et aussi il y a des risques de problèmes de compilation, et surtout, se mettre à jour en permanence, c'est pas terrible. Surtout de cette façon-là. Ensuite, versionner des fichiers qui n'ont pas intérêt à être traqués. Genre des grosses images, des fichiers temporaires, des dossiers temporaires, des objets temporaires, des choses qui ne servent à rien. On va polluer le dépôt, d'une part, on va le rendre un peu moins lisible, on va faire grossir le cache de Git
pour rien. On va se faire en plus retoquer par l'admin système qui va dire Coco, il y a le dépôt qui prend un peu trop de place. Hein. Et en plus, le pire du pire, c'est que si on versionne des objets compilés, et il y a un risque qu'ils ne soient pas recompilés à la prochaine compilation. Et là, ça va poser problème parce qu'on va tester notre produit, on va trouver qu'il y a un problème, on va perdre 1 heure, 2 heures à comprendre pourquoi, pour se rendre compte qu'au final, on a cet objet-là, qui n'a pas été recompilé. Et pourquoi? Il est versionné. Voilà. Et enfin, créer des commits lourds, énormes, peu importe le terme qu'on utilise. Ça va impliquer des opérations de rebase plus difficiles, beaucoup de risques de conflit. On dégrade aussi la lecture des commits. Et ça va, en fait, on va rassembler dans un seul et même commit tous des thèmes fonctionnels qui n'ont rien à voir entre eux. Donc ça, c'est clairement pareil, c'est à je ne recommande pas. Il vaut mieux, donc on va y venir, à la slide d'après, donc les pratiques recommandées. Donc ce que je conseille, et ce que je conseille aux nouveaux arrivants, aux juniors qui intègrent les équipes de dev, c'est d'utiliser des branches de chantier, mais à outrance. Voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Et c'est safe. En fin de journée, quand on est dans sa branche de chantier, on pousse son travail, on pousse ce qu'on a fait. Comme ça, au moins, c'est sauvegardé quelque part. Le lendemain, le PC, il peut cracher. C'est pas grave. Le travail était sauvegardé. On peut le récupérer. Ensuite, avant de commencer un développement, le développement d'une feature, essayer de résoudre un bug, on se met à jour. On crée une branche de chantier, idéalement depuis le dépôt distant, comme ça que je fonctionne, et on se synchronise. C'est clairement efficace. Aussi, bonne pratique, utiliser un fichier .gitignore. Donc ce fichier .gitignore, il va inclure les extensions de fichiers et la liste des répertoires à ignorer quand on va vouloir faire un commit. Ça permet d'éviter d'inclure accidentellement un fichier temporaire dans un commit, sans le vouloir. Ensuite, ce que je recommande aussi, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est former des commits par thème fonctionnel. Alors, un thème fonctionnel, ça peut être, je sais pas, j'ai une application avec un explorateur de fichiers, puis j'ai un menu, puis j'ai aussi un menu contextuel aussi, tiens, pourquoi pas. Ces 3 parties sont indépendantes, c'est 3 bundles différents. Et donc, si je fais des modifications dans les 3, dans mon chantier, je vais faire un commit qui va toucher l'explorateur, un commit qui va toucher mon menu et un commit qui va toucher mon menu contextuel. L'avantage, c'est que si je reviens sur ce que j'ai fait, que je me dis ah tiens là-dessus, non ça c'est pas bien, ça c'est pas génial, faut plutôt faire comme ça, je pourrais toujours réorganiser les commits, les squasher et garder un historique propre. Donc ça revient à faire des commits atomiques. Alors le commit atomique, il y a plusieurs niveaux. Un commit atomique, ça peut être considéré comme on déplace la virgule, ou bien on modifie 3 à 4 fichiers du même thème fonctionnel. Il faut arriver à trouver une bonne granularité. Et ça dépend de chaque projet, ça dépend de chaque équipe, ça dépend de chaque politique des entreprises. Et enfin, pour gérer les opérations de rebase,
il faut utiliser n'importe quel éditeur de texte, mais en mode uni-instance. Donc ça peut être un Notepad, Notepad++, un VI pour les puristes. Voilà. Et donc, globalement, le simple respect de ces quelques règles, ça va vous éviter de faire des erreurs. Ça va vous éviter bien des galères à récupérer des données de commit qui sont potentiellement, qui risquent d'être perdues. Et surtout, ça va vous faciliter l'utilisation et la navigation et l'exploitation de votre historique dans les dépôts et entre plusieurs dépôts. Voilà, donc c'est que quand on applique les bonnes pratiques, c'est que du bonheur. Alors maintenant, quelques petits exemples, voilà, basés sur l'usage de Git et des branches. Donc, en l'occurrence, premier use case, je rapatrie un dépôt existant et je fais des opérations de base. Donc, je vais dans mon dépôt en local, je fais donc mon git clone, je rapatrie mon dépôt, je vais dans mon dépôt. Je me mets à jour, ça coûte rien. Au pire, il me dit que je suis déjà à jour. Je fais un git fetch, un git pull. Je fais mes modifications de fichiers. Je crée mon commit. Alors, je fais un git status. Pourquoi ? Pour voir ce qui a été modifié. J'ajoute mes fichiers en faisant un git add, autant de git add que nécessaire. Et enfin, je fais un git commit-m et je spécifie mon message. Et enfin, je fais mon push pour pousser en distant. Maintenant, les branches. Comment créer une branche ? Plusieurs façons. Donc, supposons que la branche existe déjà. Donc, on fait un git checkout du nom de la branche, qu'elle soit locale ou distante. Si elle est locale, eh bien, il va changer de branche, il va se mettre dedans. Si c'est une branche distante, eh bien, ce que Git va faire, parce qu'il est assez bien foutu, c'est que il va créer une branche locale du même nom qui va suivre en fait la branche distante. Donc, il fait le lien directement. D'où l'intérêt de créer une branche de chantier directement sur le serveur distant. Un git checkout-b, ça va permettre de changer de branche, d'aller dans la branche nouvellement créée directement. Donc ça fait deux opérations, la création et le changement de branche. Et enfin, on peut créer aussi une branche, donc avec un nom lambda, en lui spécifiant un point de départ. Donc le point de départ, ça va être un HID, communément, pour se placer un petit peu plus tôt dans l'historique. Switch de branche, si ce n'est pas déjà fait, on fait un git checkout de la branche, suivi d'un git fetch et d'un pull pour se mettre à jour, au moins on est sûr. Et pour supprimer une branche, il faut revenir dans la branche parente et on fait un git branch-d. Et enfin, des opérations de rebase et de cherry pick. Voilà, pour finir avec l'aspect commande. Donc un rebase et gestion de conflit, bien sûr. Donc on va faire notre git log. Alors one line, ça va permettre d'afficher notre historique de façon sommaire, sans avoir le détail des commits. On fait ensuite notre git rebase, donc en -i, donc en interactif. Donc on spécifie le HID du commit précédent. En fait, on peut travailler sur un lot de commits. On fait notre opération. Une fois qu'on a fait nos réorganisations, nos squash, nos rename et compagnie, on fait un git rebase moment continue
Ou bien si on s'est trompé ou s'il y a une erreur, on a quelque chose qu'on a mal fait, eh bien on fait un git rebase moment abort. On revient à la situation n-1. Et enfin, si on veut récupérer un commit existant, je ne sais pas, on a une branche de chantier locale avec un commit qu'on voulait tester, bah, on a vu que ça fonctionnait, on veut le transférer directement sur la branche, sur une autre branche, sans passer par un merge ou quoi que ce soit, et bien là, on va pouvoir faire du git cherry pick. Et on va mettre la liste des hashes des commits que l'on veut récupérer. Et enfin, cerise sur le gâteau, il peut arriver que, eh ben, on ait une branche orpheline. Ça m'est déjà arrivé, malheureusement. Et c'est même pire que ça, c'est que la branche distante avait été corrompue. Donc on pouvait même plus faire de rebase, on pouvait plus faire de merge, je pouvais même plus pousser sur la branche, sur ma propre branche de chantier. Donc il a fallu que je la récupère. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, ce que j'ai fait ces opérations-là. Donc j'ai changé de branche, je me suis mis dans ma branche à récupérer, en faisant un git checkout. J'ai récupéré donc la liste de mes hashes, je suis revenu dans ma branche mère. Ensuite, je me suis créé une nouvelle branche, toujours avec le git checkout-b, pour changer de branche directement. Et ce que j'ai fait, eh ben, j'ai fait du git cherry pick, et j'ai mis toute la tripotée de hash que je voulais récupérer. Et au final, eh ben, je n'ai perdu aucun commit, j'ai perdu aucune donnée, et tout ça en 2 minutes chrono. Simple et efficace. Et enfin, si donc ça, on peut rencontrer des petits soucis. Bah, ça revient à bah, je suis en train de travailler sur ma branche, enfin sur la branche. J'ai mon copain bah, qui a poussé quelque chose sur le dépôt, mais moi aussi j'ai fait un commit et je voulais pousser, et bah, il y a un peu conflit. Il y a un peu conflit. Git, il me dit, bah, je peux pas parce que tu es pas à jour. Et ben dans ce cas-là, ou bien je reviens un petit peu en arrière, je fais en sorte de me créer une branche rattachée un petit peu dans le passé, et là je sauvegarde mes commits. Et suite à ça, je reviens dans le passé, sur quelque chose de sûr, sur ce que je me suis basé. Je fais un git reset moins hard. Alors attention à cette commande, ça peut être dévastateur, hein. Je me mets donc au point où j'ai créé ma branche locale pour récupérer mes données. Et là, je mets à jour mon dépôt. Je mets à jour mon dépôt par rapport au serveur. Et là, je récupère mes modifications. Et à ce moment-là, eh bien, dans ce cas-là, je peux retourner dans ma branche temporaire. Je peux récupérer mon hash. Je reviens dans ma branche parente. Je fais du cherry pick. Tac. Je push. Et c'est terminé. Et c'est réglé. Voilà. Voilà pour les résolutions de situations de crise. Voilà. Merci beaucoup à tous d'être restés, d'avoir participé, d'avoir posé toutes vos questions à Philippe. Et puis, passez une très bonne soirée. On se retrouve pour un prochain événement très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.